Bonjour Gilles, Gilles Arthur. Bonjour Jean-Yves. Heureux de te retrouver pour une petite visio-conversation. Bah écoute, c'est la mode l'audio. En fait, c'est même plus que la mode, c'est raccord un petit peu avec tes mandrakes de cette année, de la 31e édition, puisque tu l'as placé sous le signe du 2.0. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et à juste titre d'ailleurs, parce qu'on avait vraiment des magiciens 2.0, très très modernes. Gilles, c'était une édition un peu particulière cette année pour cause de Covid. Est-ce que j'ai en face de moi un Gilles Arthur soulagé? Tu as pu faire en sorte que ce spectacle ait lieu, que le spectacle soit capté pour la télévision. On peut dire que je suis soulagé, surtout parce que on l'a fait et que le résultat, c'est difficile pour moi de le dire, mais on va pas dire ça comme ça. On va pas dire que le résultat est bien. On va dire que je suis content du résultat. Donc vous le verrez pendant les fêtes de fin d'année sur la diffusion sur C8. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as redouté un moment de devoir annuler ou reporter? Non, on avait prévu tous les cas de figure. Le pire pour nous, c'eût été de le faire sans public. Mais voilà, donc c'était très rock'n'roll, c'était vraiment très rock'n'roll, mais on l'a fait et on avait une possibilité, on a une fenêtre de tir ce jour-là en avançant le show à 19 heures. C'est l'horreur absolue, hein, ça veut dire qu'on arrivait le matin et qu'on ouvrait les portes au public à 18 heures. Donc c'est techniquement très 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 compliqué, mais ça nous permettait d'avoir un public qui allait être relativement présent en sachant qu'il partait chacun partait pour aller chez lui parce qu'il fallait être rentré avant 21 heures ces jours-là. Donc c'était vraiment très compliqué. Gilles, est-ce que ça veut dire que tu as dû repenser le déroulement de la soirée, l'organisation de la cérémonie et puis la captation pour la télévision? Oui, c'est un show qui a évolué avec le temps. C'est-à-dire que bon, on avait une programmation. En fait, j'avais plusieurs programmes possibles. Et je savais que des artistes étaient en danger pour leur venue sur Paris. Donc, j'avais envisagé le cas de la non-venue, donc du remplacement. Donc, en fait, c'était un peu une émission avec des tiroirs. Et je devais m'adapter aux venues des uns et des autres, en sachant qu'à l'arrivée, on n'a eu qu'un seul artiste qui était absent et pour cause, puisque de toute façon, il n'avait pas le droit de sortir du tout de son pays. Donc, c'était absolument impossible. Et on a eu un autre artiste allemand qui, eux, avaient l'autorisation de partir d'Allemagne, mais sur 24 heures uniquement. Donc, en fait, pour apporter des précisions, et ceux qui organisent me comprendront, l'artiste arrivait dans l'après-midi pendant la filée. Donc, c'était l'horreur absolue. Mais bon, il y a des choses plus graves. Gilles, tu prends toujours soin, et ça depuis le début des Mandrakes, c'est de capter un spectacle de magie. C'est-à-dire que les spectateurs qui sont présents dans la salle au Casino de Paris assistent à un spectacle de magie. Est-ce que pour cette édition, tu as dû penser autrement et privilégier la captation télé? Alors, d'habitude, c'est une de mes recettes. Après, les gens sont libres d'aimer ou de pas aimer, mais je crois que c'est ce qui fait le succès des Mandrakes d'Or, c'est la crédibilité des numéros. C'est-à-dire que le téléspectateur est chez lui, comme le spectateur dans la salle. Donc, depuis des années, je m'organise pour que le show soit une captation, mais qu'on le voit de la même manière sur la scène, là en l'occurrence du Casino de Paris. Mais donc ça, c'est vraiment un souhait. Je ne joue pas comme un enregistrement de télévision. Je joue vraiment le show et on le capte en même temps. Cette année, c'était un peu particulier avec la Covid, donc on était obligé d'avoir des artistes dans le désordre. Donc ça n'est pas une année comme les autres, mais il fallait faire avec. On a fait avec, c'est pas très grave. Ce qui compte pour moi, c'est qu'à l'arrivée, on a l'impression de voir un show qui défile du premier artiste au dernier artiste dans l'ordre, alors qu'ils ont été un petit peu modifiés au niveau de l'ordre. Gilles, pour l'occasion, les spectateurs présents dans la salle portaient tous ce magnifique masque rouge. Ce n'était pas le magicien qui était masqué, mais les spectateurs.
Ouais, l'idée était simple. Les spectateurs, je voulais une unité dans la salle plutôt que des masques tous différents les uns des autres. Et j'ai remarqué que les masques avec des dessins trop compliqués me plaisaient pas vraiment. Et je me suis dit, bon, après tout, la couleur du spectacle, la couleur du rideau, c'est le rouge. Et faisons des masques rouges de la couleur des fauteuils et du fameux rideau qui fait tant rêver et qui est tant magique. Donc, du coup, je suis assez content. Je pense que unanimement, les gens ont trouvé ce masque assez joli. Les 30 ans des Mandrake lors de l'édition précédente, cette année la Covid et depuis 3 ans C8, j'ai envie de te dire que tout ça, ça bouscule un peu tes habitudes, j'allais dire ton confort. Oui, mais tu sais, j'ai fait 15 ans sur Paris Première et pour être franc, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention pour les artistes et les numéros, mais j'avais quand même le sentiment de ronronner un peu sur Paris Première et ces 8, ça m'a donné envie de créer, d'inventer des choses. Il n'y a aucune prétention dans mes propos. Je ne suis pas médecin, je ne sauve pas de vie, mais j'essaye de faire passer un bon moment aux gens. Et ça n'est pas en mettant un numéro, puis un numéro, puis un numéro, que je trouve ça très créatif. En fait, je pense que il y a une façon ou une autre d'enchaîner les numéros et que ça peut s'écrire. Et moi, en tout cas, je l'écris. Et pour mettre un ordre précis dans les numéros, je passe parfois des heures et des heures, et voire même des jours. Et surtout, j'écris et je prends un plaisir à mélanger, à mêler les artistes entre eux, les animateurs avec les artistes. Et surtout, je surveille un rythme qui permet aux spectateurs et aux téléspectateurs d'aller de surprise en surprise et de voir des choses auxquelles il ne s'attend pas. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir. Comme cette année, le moment d'harmonica sur un numéro visuel, euh, voilà, c'était. Je suis comme un enfant en fait. Je joue, j'ai des jouets qui sont des numéros des artistes et j'essaye de jouer avec. Gilles, tu évoques ton besoin, ta nécessité de te renouveler pour chaque émission, pour chaque programme de magie que tu proposes. J'ai regardé sur le site de l'INA, j'ai compté près d'une centaine d'émissions de magie diffusées à heure de grande écoute, que ça soit avec les Mandrakes, Attention Magie ou des soirées spéciales. Je sais pas si tu tiens les comptes, mais comment tu expliques cette longévité? On a dépassé la centaine et pour être franc, j'ai pas réussi à savoir si c'était 102 ou 103. Donc c'est un gros plaisir. Mais tu sais, quand je me retourne sur tout ce que j'ai pu faire, je sais que je me souviens de Jacques-Antoine, le fameux producteur de tous les jeux télé des années 70, 80, 90, Fort Boyard, les jeux de 20, des jeux de 20 heures à Fort Boyard. Il me disait, euh, savoir faire, c'est bien, mais faire savoir, c'est mieux. Et en fait, faire savoir, ça m'a jamais vraiment passionné. Je, je, je sais que de temps en temps, des gens dont tu fais partie d'ailleurs me disent, mais tu devrais faire savoir que tu as fait ça. Oui. Et en fait, je m'en fiche un peu. En fait, on a tendance à dire que les artistes ont des égos toujours disproportionnés. Eh ben, c'est pas vrai. Je, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut se satisfaire d'une création pour soi, en sachant que on l'offre aux gens et on est content s'ils l'apprécient. Mais le tapage et la communication, finalement, ça n'a jamais été mon fort. Et je suis bien avec ça. Surtout aujourd'hui où dès qu'on communique, on a des contre-communicants, on a des agressions. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans mon regard. C'est qu'aujourd'hui, on a des agressions et des tirages de pompe disproportionnés. Mais dans les deux cas, c'est-à-dire parfois on va vous dire que on va vous présenter quelqu'un comme un génie alors que c'est juste un artiste modeste. Et parfois, on va cracher sur quelqu'un qui a un vrai talent. Donc, en fait, mais c'est partout pareil, en artistique, en politique, en social. On sait plus très bien où mettre le curseur. Des fois, on entend parler de choses qui n'ont aucun intérêt avec des choses absolument fondamentales. Et ça atteint même nos journaux télévisés.
D'accord, Gilles, mais c'est vrai qu'on en parle souvent, j'en ai déjà parlé, je ne te crois qu'à moitié. Eh C'est-à-dire ben, que tu as tort. non, mais je ne dis pas que j'ai raison, mais moi je pense qu'en tout cas, si j'ai tort, moi je pense que tu devrais davantage faire parler de toi et davantage Non, mais communiquer. Moi, tu on sais, en a qu'est-ce que déjà je vais dire? parlé, ce Je que vais j'en être pense. prétentieux. Tu sais, je ne suis pas fan de je vais, est-ce que je les cite? Je ne suis pas fan de gens comme Patrick Sébastien, par exemple, qui va à longueur du discours dire qu'il est le meilleur, qu'il a tout inventé, que les autres sont des gens qui pensent qu'à l'argent, etc. Donc, je ne suis pas fan de ce genre de discours. Et en fait, en tant qu'illusionniste, on est tellement, on est tellement, comment je pourrais dire, non naïf à ce genre de discours. On voit tellement que tout ça n'est que de la communication. Donc moi, ok, je vais dire, j'ai fait disparaître la Tour Eiffel, j'ai fait la seule émission de magie régulière sur la télévision française, j'ai fait une centaine de primes, j'ai fait le plus grand atelier du monde à Bercy, j'ai fait léviter un hôtel de ville. Je m'en fous en fait. Et ce qui va compter, c'est ce que je vais faire, ce que je prépare. J'ai fait un spectacle au Lido, bah, ce que je prépare, ou c'est pas ce que je prépare d'ailleurs, c'est mes rêves. Mes rêves, c'est de faire l'Eurovision, l'Eurovisuel. Voilà, de faire après avoir fait 7 millions et demi sur TF1, je rêve de faire 200 millions de téléspectateurs. Mais c'est pas prétentieux, c'est juste le plaisir de jouer et d'essayer de faire des choses. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. C'est pas en temps de pandémie, on a conscience que c'est pas quelque chose de capital. Il faut savoir où mettre le curseur. Moi, je suis juste là pour inventer des choses, essayer de faire rêver des gens. Mes rêves à moi, c'est de faire un spectacle de magie devant 200 millions de téléspectateurs, c'est de faire la plus grande comédie musicale magique au monde, avec qui mêlerait film, cinématographique, effets spéciaux et magie. Donc ça veut dire ça veut dire que c'est le spectacle qui serait probablement le plus cher du monde, puisqu'il faudrait avoir à la fois le budget d'un film, à la fois le budget d'un spectacle avec des effets spéciaux et à la fois des effets de magie. Donc voilà, c'est des rêves. Peut-être qu'un jour ils deviendront réalité. Je pense que on rêve pas assez, et surtout on est dans un monde qui n'est pas assez bienveillant et qui encourage le rêve. Gilles, je ne vois pas où est le souci de dire qu'on a fait attention magie, qu'on a créé les mandrakes d'or, qu'on a créé des méga illusions comme la disparition de la tour Eiffel ou la lévitation de l'hôtel de ville de Gagny. Je ne vois pas où est le problème. C'est peut-être aussi de permettre à la nouvelle génération de connaître ce que tu as fait et qui tu es. Attends, Gilles, je t'ai coupé le micro, je voulais terminer, mais voilà, tu sais ce que j'en pense, on en discute régulièrement. Tu sais que là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, je t'en mets le micro. Alors, je t'ai remis le micro, mais je ne t'entends toujours pas, Gilles. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis pas très très doué avec la visio. Voilà, cette fois, ça doit être bon. Mais tu sais, j'ai rencontré des magiciens de la nouvelle génération euh, il y a encore quelques années, ils ne connaissaient même pas les mandrakes d'or. En fait, tu sais, je suis pas sûr, je suis pas négatif, hein, la nouvelle génération. S'il faut aller de plus en plus vite, eh ben, allons de plus en plus vite. Mais j'ai l'impression que la culture se perd un peu justement dans le 2.0. C'est rigolo parce que les mandrakes d'or de cette année sont 2.0. Mais j'ai des magiciens traditionnels, d'ailleurs, je ne vais pas les citer par respect, qui m'ont interrogé sur le fait d'utiliser des magiciens 2.0 dans les mandrakes d'or en ayant en arrière-pensée, est-ce que c'était suffisamment à la hauteur des mandrakes d'or? Eh bien oui, je crois que les mandrakes d'or, ça doit évoluer avec le temps, et que la magie 2.0 fait partie de la magie d'aujourd'hui. Donc, il y a des magiciens qui la font très bien, et c'est aussi performant que des magiciens plus traditionnels, plus techniques, plus poétiques, etc. Chacun a son style, et nous, dans les mandrakes, en tout cas, on essaye de mélanger les styles.
Gilles, tu n'as pas tout à fait, pas du tout répondu à ma question, mais tu as commencé à répondre à la question que je vais te poser maintenant. C'est vrai que tu as beaucoup mis en valeur entre guillemets, le patrimoine magique mondial, en allant effectivement faire connaître des magiciens américains, australiens, italiens, espagnols, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'avais pas quelque part une obligation de t'ouvrir à cette nouvelle génération de magiciens? Et peut-être effectivement, tu l'as exprimé ou tu l'as exposé toi-même, se dire que peut-être que cette génération qui est mise en valeur aujourd'hui, bah, c'est peut-être aller trop vite que de leur remettre ce trophée. Écoute, prenons le cas des Mandrake 2020. On remet un Mandrake d'honneur aux Ehrlich Brothers, aux deux Allemands. Si on remonte dans l'histoire des Mandrakes d'or, ceux qui ont eu des Mandrakes d'honneur, c'est David Copperfield, Siegfried and Roy, Gérard Majax, Arturo Brachetti, Penn Teller. Donc des gens qui avaient déjà une carrière avec plusieurs décennies derrière eux. Eh bien, je pense que les Ehrlich Brothers méritaient le Mandrake d'or d'honneur cette année. Parce que, à mon sens, ce sont les plus grands magiciens du monde d'aujourd'hui. Je dirais, entre David Copperfield, il y en a d'autres, mais entre David Copperfield et les Ehrlich Brothers, eh bien, il y a des générations différentes. Mais ça ne veut pas dire que l'une est moins bonne ou moins forte ou moins respectueuse ou moins respectée que l'autre. C'est juste une constatation. Je n'ai jamais, si les gens regardent mes programmes ou se rappellent, je n'ai jamais été dans la ségrégation. J'ai toujours mélangé les générations, j'ai toujours mélangé les styles. Je ne suis jamais tombé dans le panneau de la génération de là, c'est mieux que la génération de là, que la grande illusion, le close-up, c'est mieux que la grande illusion. Tout ça est ridicule. En fait, au Mandrake d'or, on ne passe pas d'ailleurs des numéros, on passe des artistes. Que ce soit des jeunes artistes, des vieux artistes, que ce soit des artistes qui font du populaire, des artistes qui font du très pointu. Et ce qui compte, c'est que ce soit des artistes et qui nous portent avec de l'émotion. C'est ça la priorité des Mandrakes d'or. C'est-à-dire que ce qui reste dans l'histoire des Mandrakes d'or, c'est des artistes. J'ai tendance à dire, et je l'ai dit plusieurs fois, je ne le ferai pas parce que c'est des heures de programme, il faudrait 4 jours. Mais pourquoi pas un jour faire une projection des Mandrakes d'or, de l'ensemble des numéros des Mandrakes d'or, sur 3 jours. Eh bien, ce qui serait absolument étonnant, c'est que je suis quasi sûr qu'aucun artiste ressemble à aucun autre. Alors que, je suis désolé, je ne vais pas prendre l'exemple, mais souvent dans d'autres programmes, on voit un magicien qui fait un tour qu'on a déjà vu et revu et revu. Alors, donc, je ne critique pas d'ailleurs, je ne critique pas. C'est bien qu'on parle de magie, mais les Mandrakes d'or ont un rôle particulier et spécifique. Et il a l'air de faire l'unanimité, parce que donc il n'y a aucune prétention, mais les 31 ans, 31 années de diffusion. Oui, tu es revenu, Gilles. Voilà. Les 31 années de diffusion tendraient à prouver que les Mandrakes d'or ont un sens et une raison d'être. Gilles, tu évoquais les autres émissions, on peut en parler? Ah, mais moi je peux parler de tout. Alors justement. Je regarde tout, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Tu évoquais à l'instant Patrick Sébastien. Il y a encore peu, il y avait le plus grand cabaret du monde sur France 2 qui laissait une belle place aux magiciens. Aujourd'hui, il existe Diversion sur la Une. Depuis peu, tu as Spectaculaire qui tente de prendre le relais du plus grand cabaret. Il y a Incroyable Talent qui laisse un peu de place effectivement aussi aux magiciens. J'aimerais savoir, tu en penses quoi de ces émissions qui ne sont pas des émissions de magie en tant que telles, mais tu en penses quoi de ces émissions? Tu les regardes comment ces programmes en tant que producteur, en tant que magicien et en tant que simple spectateur en fait? Il y a des programmes qui s'adressent à des vieux, il y a des programmes qui s'adressent à des jeunes, il y a des programmes qui s'adressent à tous les publics, il y a des programmes qui s'adressent à la ménagère, il y a des programmes très industrialisés qui sont très ciblés pour toucher les gens et faire de l'audience.
C'est bien. C'est bien que chacun y trouve son compte. Nous, on est dans une autre recherche. On est dans une recherche de création d'un show, de spectacle. Donc, on ne peut pas vraiment nous comparer aux autres programmes de télé, je pense. On peut en effet ne pas les comparer, ces différents programmes avec le tien, mais ils mettent en avant aussi la magie et les magiciens. Attends là, Gilles, tu es en train de parler dans le vide, je te rebranche le micro. Je suis honnête, je vais dire que parfois on met les magiciens en valeur, bien sûr. Parfois non. Parfois j'ai vu des émissions qui ringardisaient les magiciens. Parfois j'ai vu des émissions qui avaient un tel décor monstrueux que l'artiste n'était plus valorisé, mais dévalorisé. Ça allait jusque-là. Donc, on rencontre de tout. Mais il faut bien que les choses se passent et que ça existe. Je veux dire, moi, en tout cas, je suis friand de tous les styles d'émissions. Après, je regrette parfois quand je ressens que le programme est vraiment trop dans l'industrie télévisée. Et là, ça me fait un petit peu mal au cœur pour les artistes qui sont un petit peu exploités. Mais voilà, c'est la vie. Euh, Moi, on m'a posé la question parfois, est-ce que je dois aller dans telle émission ou dans telle émission? Je n'ai pas de réponse. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis qui pour dire il faut aller là ou aller là? Mais faites ce que vous voulez, faites ce que vous ressentez, faites ce que votre cœur vous dit. C'est la seule réponse qu'on doit faire à des artistes. Il y a des émissions qui sont dangereuses, mais il y a des magiciens qui ont euh, intérêt à aller dans des émissions dangereuses pour être dans le buzz, pour exister, pour se montrer, pour évoluer, pour avancer. Pourquoi pas? Il y en a d'autres qui prennent d'autres chemins. Je pense que il faut arrêter de dire ce qui est bien pour tout le monde. Mais c'est vrai dans la magie comme dans tout. Ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour moi, n'est pas forcément bien pour un autre. Tout ça, c'est quand même très, très lié à l'illusion. On nous donne l'illusion, tout le monde donne l'illusion en permanence d'être dans le vrai, d'être dans l'unique, d'être dans la seule voie possible. Tout ça n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, Gilles, 300 artistes sont passés dans tes programmes au total, je ne sais Ouais, plus, tu as fait le plus de compte. 300. Ouais. Gilles, après 31 éditions des Mandrakes, euh, il ne s'agit pas d'évoquer des regrets, mais est-ce qu'il n'y a pas des magiciens qui appartiennent au patrimoine, et puis des magiciens plus contemporains aujourd'hui, que tu regrettes à ce jour de ne pas avoir pu inviter, récompenser d'un Mandrake? Je me demandais d'ailleurs s'il t'était arrivé de courir après un artiste pour l'obtenir. En général, quand on court, c'est pas du tout pour valoriser les mandrakes d'or, mais en général, quand on court après un artiste, à partir du moment où on a eu Siegfried and Roy, Penn and Teller, Copperfield, on peut avoir tous les magiciens quasiment de la planète. Je ne crois pas qu'un seul nous ait refusé si on n'a pas pu l'avoir. C'est pour des raisons mécaniques et on l'a eu l'année d'après. Donc voilà. Par contre, ce que je remarque sur 31 ans, c'est qu'il y a des artistes qui ont marqué ma vie. Prenons le cas, tiens, puisque dans mon salon, il y a la main de Norm Nilsson. J'ai moulé la main de Norm Nilsson, le fameux magicien qui faisait voler un violon, qui jouait tout seul. Eh bien, ça a été pour moi le meilleur magicien, le meilleur numéro de magie que j'ai vu de ma vie à un moment donné. Il est maintenant malheureusement décédé, mais son numéro ne serait plus diffusable aujourd'hui. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant à savoir. C'est parce que c'est un peu ce que, si on revient sur la magie 2.0, ceux qui restent dans le passé et qui ne veulent pas voir la magie évoluer. Je ne pourrais pas programmer Norm Nilsson aujourd'hui parce que son numéro est d'une autre époque. C'est un génie, mais d'une autre époque. Donc ça prouve bien que ce que je pensais comme éternel, en fait,
et ben, une génération chasse l'autre, et ainsi de suite. Et les numéros, les plus grands numéros du monde vieillissent aussi. Donc rien n'est éternel. Gilles, tu veux dire que les mandrakes, on aurait à chaque période une magie qui était celle du moment, c'est ça? Ah oui, 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 je dirais même que je me souviens bien, puisque j'ai fait le parallèle avec Sébastien, quand je suis arrivé sur TF1 avec Hans Koch, c'était pile le bon moment pour le passer. C'est-à-dire qu'avant, les magiciens lui crachaient dessus parce que ils trouvaient ça facile, ce qu'ils faisaient. Puis les magiciens ont souvent tapé sur les gens qui faisaient du spectacle avec des grandes illusions. Mais c'est pas très grave. Puis tout d'un coup, il a mûri et il est devenu au top. Et 10 ans après, quand il est passé au grand cabaret, c'était plus le moment. Donc, effectivement, il y a un moment où l'artiste est à son apogée et le propre des Mandrakes d'Or, c'est de rechercher le moment où où ils éclatent, comme j'allais dire la petite, mais c'est très respectueux, Léa Kyle, qui est une révélation pour moi. Elle est elle vient d'exploser, d'imploser, je ne sais pas comment dire, artistiquement. Et voilà, même si elle marque l'histoire, peut-être que dans 3 4 ans, son numéro n'aura plus la même force qu'aujourd'hui. Donc tout est en mouvement. En fait, c'est comme la vie, tout est en mouvement en permanence. En Et fait, rien n'est éternel. donc si je t'entends, Gilles, donc un numéro peut vieillir, peut ne plus provoquer la même émotion, ne plus avoir la même force, mais l'artiste lui-même, pour peu qu'il ait vraiment du talent, une vraie carrière, un vrai pouvoir d'émerveiller, lui, il continue d'exister. Je parle des numéros et des artistes. Évidemment, c'est une mayonnaise, mais le numéro peut vieillir, l'artiste peut vieillir et ne plus correspondre à son numéro. Regarde, je vais te citer des noms qui sont quand même incontestés de tous les magiciens de la planète. Regarde Topaz. Vous avez probablement oublié, mais il a démarré avec un numéro de petites clochettes, etc., qui était très adolescent. Il a vieilli, donc maintenant il fait d'autres numéros. Ce numéro ne peut plus être fait par ce personnage. Je n'ai plus la même émotion. Si c'est probablement l'un des numéros qui m'a procuré le plus d'émotions. Si je parle de Tina Lennert, qui s'endort sur son balai et qui devient une princesse dans les bras de son magicien imaginaire, eh bien, aujourd'hui, c'est une grand-mère. Ça n'est pas péjoratif. On ne peut plus utiliser les mots aujourd'hui sans qu'il y ait des ambiguïtés, etc. Tina est une artiste formidable. Son numéro aujourd'hui de ballet, qui a été probablement l'un des numéros que j'ai le plus préféré voir dans ma vie, eh bien aujourd'hui ne marche plus avec elle. Donc tout ça est très compliqué, c'est une mayonnaise en fait. Et il y a un moment où la lumière s'allume et les choses sont incontestables. Je suis désolé, les Ehrlich Brothers aujourd'hui sont les plus grands magiciens du monde. Hmm. Tu as des magiciens qui font toute une carrière avec un seul numéro. C'est fini. Quelqu'un comme Otto, par exemple. Il tourne avec à tout casser, deux, trois numéros qui sont les Oui, mêmes, c'est fait. Otto et Otto. C'est la génération d'avant. Mais la génération d'aujourd'hui, la génération de demain, ne pourra plus faire les carrières d'Otto Vesti, de Hmm. Gaëtan et d'autres artistes qui faisaient le tour du monde avec un seul numéro, ou deux, ou trois. C'est fini. Gilles, pour conclure, C'est fini. C'est ouais, dans le sens, c'est fini. Ça n'existera plus. Ça. Le monde a évolué. Les choses ont changé. Gilles, tu as envie de quoi, toi, aujourd'hui? Tu as évoqué à demi-mot tout à l'heure, je ne sais pas si on peut en parler, l'Eurovision de la magie. Tu l'as évoqué, j'en parle parce que tu l'as évoqué il y a 10 minutes, un quart d'heure. Tu as envie de quoi aujourd'hui? Ben, tu sais, il y a le réalisateur Gérard Pulicino, à l'époque d'Attention Magie,
m'avait donné cette image de quand on faisait un spectacle au Lido, etc. En fait, les artistes étaient comme des jouets, on était des grands enfants, en fait. Quand tu es auteur d'un spectacle, que ce soit un spectacle de magie ou n'importe quel autre spectacle, on est des magiciens. Les auteurs aussi sont des magiciens qui jouent à créer des choses. Ce que j'ai envie, c'est de continuer à jouer. Mais quand on a produit 100 Prime, en faire 101, 102, 103 ou 104, ça n'a plus tellement d'importance. Ce qui devient important, c'est de faire d'autres choses, des choses différentes. Donc, les mandrakes, c'est particulier parce que je pense que, vu les retours que j'ai d'une manière générale de tous les magiciens de la planète, je pense que relativement unanimement, parce que l'unanimité n'existe pas à 100%, je pense qu'on considère que ça fait du bien à la magie. Donc, j'ai envie de continuer parce que c'est tout à fait noble. Mais j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, les nouvelles technologies me permettraient aujourd'hui de faire un prime bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui à la télévision. Et bien différent de ce qu'a pu faire France 2 avec Spectaculaire. Je pense que ce qui serait génial pour moi, vu la connaissance de la matière magique, c'est de pouvoir mettre toutes les technologies du monde qui existent aujourd'hui au service de l'émotion magique. Et ça, c'est un vrai défi. C'est d'aller de l'avant artistiquement. C'est ça qui me passionne. Voilà. Gilles, dans ta programmation, et pour conclure là-dessus, tu as des gens déjà qui font appel à cette technologie. Ce garçon qui va chercher le cerveau d'une téléspectatrice, Kevin Micou, oui. Oui. lui, il y a une émotion, il se passe quelque chose parce que. Oui, bien sûr. Mais les magiciens 2.0, c'est Kevin Micou qui fait apparaître un hologramme dans ses mains. C'est Léa Kyle qui fait des transformations de Quick Change à vue. C'est les Ehrlich Brothers qui sont lookés comme des rockstars d'aujourd'hui et qui font des illusions, grandes illusions absolument incroyables. Petite parenthèse, je l'ai signalé à leur producteur, ils font une torsion d'une barre de fer géante, et ça me rappelle la torsion d'un réverbère que je faisais dans la rue il y a quelques années. Oui, exactement. Et ils font, en fait, il y a beaucoup d'illusions que j'ai faites dans la tension magie en méga illusions et qui reprennent d'une façon moderne aujourd'hui. Donc c'est assez rigolo en fait parce que voilà, donc c'est un éternel recommencement qui se fait. Mais il y a les, les, les magiciens 2.0, je faisais donc le bilan, ils sont pleins, mais sur des numéros de magie. Moi, ce que je voudrais le faire, c'est mettre des technologies sur une émission de télévision, de magie. Et donc, c'est ma particularité, ma spécificité dans le monde, à être producteur d'émissions de magie et magicien. Donc, cette position me permet d'envisager de faire des choses particulières. En fait, tu sais, comme quoi, c'est la base de la créativité, c'est d'être soi-même et avec son expérience, créer ce que l'on a au fond de soi. Donc moi, j'adore la télévision, j'adore la magie, l'émotion magique. J'ai tendance à tout le temps dire que j'aime pas les tours de magie. Les tours de magie, c'est marrant, c'est amusant, mais ce que j'aime, c'est l'émotion, c'est l'artiste. Donc, si je peux mettre toutes les technologies qui existent aujourd'hui au service des émissions de magie, je pense qu'on pourrait réaliser des émissions étonnantes. Mais